La semaine politique en France qui sera l'occasion donc de revenir sur cette actualité qui fait la une en Corse. Le président Emmanuel Macron qui ouvre la voie à une autonomie de la Corse. Mais nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite nos deux invités. Perrine Tarnaud, directrice de l'information à Public Sénat. Bonjour et bienvenue à vous. Bonsoir. Et Richard Verly, correspondant à Paris du média suisse Blick.ch. Bienvenue Bonsoir. À tous les deux. Alors on commence par l'image de la semaine. Perrine Tarnaud, quelle est l'image que vous avez choisie cette semaine? Alors j'ai choisi de repartir à dimanche soir dernier avec les élections sénatoriales. Bien sûr, le Sénat, évidemment. Le Sénat a été renouvelé par moitié et non par tiers, comme l'a dit faussement Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée de dimanche dernier, avec des résultats qui n'ont pas bouleversé la majorité sénatoriale, mais qui sont intéressants à analyser en petite sensibilité, puisque la droite, les LR, s'effritent légèrement au profit des centristes, de sénateurs Horizon, voire même de quelques macronistes, et ça pourrait sensiblement changer la donne sur certains textes. On pense évidemment au fameux texte immigration qui va arriver au Sénat au mois de novembre normalement. Et puis la gauche aussi reprend quelques couleurs avec l'entrée de sénateurs qui sont assez politiques, assez toniques, comme Jadot chez les écologistes ou Yann Brossat chez les communistes. Voilà, échec un petit mot à ce sujet quand même, Yannick Richard, Jadot, oui. député européen, qui choisit d'aller au Sénat français alors qu'il faisait campagne sur l'Europe et que le débat écologiste se situe au niveau européen. Vu de l'étranger, ça fait quand même un peu bizarre. Et alors vous, comment est-ce que vous analysez justement ce choix? Alors moi, je trouve que ça témoigne d'un repli. C'est-à-dire qu'on sait tous que les questions climatiques, les questions écologiques doivent se régler au niveau européen et on sait que ça va être très dur. On le voit bien avec les résistances. Donc que le leader d'une liste écologiste, Yannick Jadot, décide à 6 mois, 8 mois des élections européennes qui auront lieu en juin 2024 d'aller au Sénat, très bien pour lui, très bien pour le Sénat, mais franchement, je ne trouve pas que c'est un très bon signal. Et peut-être qu'il a encore des ambitions nationales, on peut en tout cas l'imaginer. Sans doute même. Et on suivra ça en tout cas avec attention. Quelle est votre image de la semaine, Richard? Alors moi j'ai choisi Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé à la télévision. Vous savez qu'il sort un livre. Jean-Luc Mélenchon, il aime écrire, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il est l'homme au fond que tout le monde interroge, et il est l'homme auquel est suspendu le sort de la gauche française. Il défend toujours une liste d'union pour les européennes. Elle n'aura pas lieu, cette liste d'union. Les écologistes ont déjà leur tête de liste. Les socialistes y vont sans doute aller seuls avec peut-être Raphaël Glucksmann à leur tête. Bref, Jean-Luc Mélenchon, on aurait envie d'en savoir plus quand même sur ses intentions. J'allais dire, lui, la question à lui poser, c'est quand même 2027. Il faut lui redire en permanence parce que tout tient à ça. S'il veut y aller, ça veut dire que la gauche française ne se sortira pas de ses difficultés pendant les prochaines années. S'il devait céder le pas, laisser la place à quelqu'un d'autre, on a évoqué des noms, comme notamment François Ruffin, ça pourrait peut-être réouvrir le champ et réouvrir la donne. Et justement, vous posiez la question de Mélenchon 2027. Alors, je vous propose d'écouter ce que le principal intéressé en dit. C'est en tout cas un début de réponse. S'il y a une élection présidentielle dans 6 mois, évidemment que je serai candidat. Vous voulez mettre qui à cette étape? Bon, si c'est en 2027 comme c'est prévu, c'est mon devoir de dirigeants, de créateurs, de militants des Insoumis, que de prévoir d'être remplacé. Enfin, sinon, je me prends pour qui? Pour le bon Dieu lui-même. Perrine, ça ressemble quand même, avec en plus cette tournée promotionnelle pour son livre Faites mieux, un début de campagne électorale. Oui, c'est surtout, ne m'oubliez pas, on sait que Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu repartir aux élections législatives, donc il n'est plus député, donc il existe un petit peu moins à l'Assemblée nationale, là où la France insoumise est très présente. Et puis il y a toujours un peu ces petites disputes par médias interposés avec Fabien Roussel, où Fabien Roussel dit mais non, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui n'est pas le mieux placé, les insoumis lui répondent mais attends, toi t'as fait 2% à la dernière présidentielle. Bon bref, ça n'en finit pas d'avoir ces petites querelles là, et c'est vrai que Mélenchon est de plus en plus accusé un peu de plomber la gauche. En tout cas, les insoumis, si vous voulez, n'ont pas beaucoup aidé à l'image de la NUPES d'une façon générale, avec toutes les diatribes, tout ce qu'on a pu entendre à l'Assemblée nationale l'année dernière. Et c'est vrai que ça a pesé, ça a rebondi sur l'image de Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui n'a jamais été un calme, qui n'a jamais été vraiment un tendre en politique.
mais enfin qui est tendre en politique, mais en tout cas qui a souvent été critiqué pour ses excès verbaux assez forts, ses colères, etc. Et c'est vrai qu'il a aujourd'hui une image un petit peu à ripoliner, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas il faut qu'on revoie un petit peu son image, et ce livre, c'est une tentative pour Jean-Luc Mélenchon de se repositionner sur une figure beaucoup plus intellectuelle, un peu plus posée, de revenir un peu aux fondamentaux politiques, intellectuels, et de faire un petit peu oublier un peu toutes les diatribes et les joutes verbales. Et justement, vous le soulignez, Fabien Roussel, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, lui il estime que la gauche ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. On va l'écouter tout de suite. Je pense qu'il y a de la place pour avoir une gauche républicaine, laïque, enfin, en l'occurrence, et je veux reconnaissez, Fabien Roussel, que défendre. Les Français, ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et pas pour vous à la dernière présidentielle. Il a pour lui les 22%. Mais bien sûr, mais ça c'était il y a 1 an et demi. Vous pensez qu'ils ont changé ? Je pense que ça change, oui. Et je souhaite que ça change. Je souhaite que ça change. Et je souhaite que la gauche gagne, et elle ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà, une passe d'armes par médias interposés. Oui, on aura remarqué aussi la sémantique. Jean-Luc Mélenchon, il est très fort dans ce domaine. Il dit, il faut que je commence à prévoir d'être remplacé. Il ne dit pas, il faut qu'on me remplace. Prévoir d'être remplacé. Et si d'aventure une crise politique devait faire que la présidentielle n'aura pas lieu en 2027, mais peut-être avant, on peut se demander s'il ne sera pas quand même sur la ligne de départ. Mais vous ne pensez pas que justement ces divergences, ce petit malaise au sein de la NUPES, il peut fragiliser Jean-Luc Mélenchon ? Je ne crois pas. Je crois qu'il a compris une chose, d'ailleurs on l'avait dit sur ce plateau avec Perrine, c'est que les électeurs de gauche veulent l'union. Et là c'est un peu le drame de la gauche aujourd'hui. L'électorat veut l'union, parce que l'électorat, il connaît les leçons de l'histoire, il sait que la gauche ne gagne pas si elle n'est pas unie. La difficulté, c'est que l'union n'est pas possible. Donc on est pris dans cette contradiction, ou plus exactement ce camp politique est pris là dans cet étau, et Jean-Luc Mélenchon est une pièce maîtresse de ce problème. Il est au fond le verrou de la gauche, il est à la fois son meilleur espoir, si on regarde ses scores présidentiels, et son plafond de verre. Alors, autre sujet qui fait la une de l'actualité politique cette semaine en France, c'est bien sûr la Corse, puisque le président Emmanuel Macron a entrouvert la possibilité, enfin la porte en tout cas, à une autonomie de la Corse. On va l'écouter et on commente juste après. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Perrine, pourquoi est-ce que ce sujet revient sur la table maintenant? Qu'est-ce qui a poussé finalement le président Emmanuel Macron à envisager maintenant tout de suite cette évolution institutionnelle? Bon, on se souvient de toutes les manifestations des nationalistes très fortes qui ont eu lieu après l'assassinat d'Ivan Colonna à la prison d'Arles. Donc ce dossier corse est revenu sur le devant de la scène politique française avec des revendications très fortes à nouveau des nationalistes. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a énormément évolué dans sa position sur la Corse. On se souvient qu'il était déjà venu en 2018 et à l'époque il était venu avec le très jacobin Jean-Pierre Chevènement à ses côtés, donc autant dire qu'il n'allait pas du tout vers une autonomie de la Corse. Là, son discours a pour certains été salué comme un discours assez historique, en tout cas audacieux, d'ailleurs il emploie le mot audace dans le son qu'on vient d'entendre. Il ouvre cette page de l'autonomie corse. Bon, une fois qu'on a dit autonomie, c'est un peu un mot valise qui est très flou. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie? Vers quoi exactement on va? Emmanuel Macron a donné 6 mois au groupe politique corse pour s'entendre, pour se mettre d'accord, donc pour trouver une sorte de consensus, d'unanimité. Ça ne va pas être facile à trouver sur l'autonomie qu'ils souhaitent dessiner tous ensemble pour la Corse. On a déjà vu que certains nationalistes avaient trouvé que Emmanuel Macron n'avait pas été assez loin cette semaine dans son discours. Donc on va voir si un certain consensus se dégage. Ils ont 6 mois donc pour travailler. À noter également que l'autre écueil très important, c'est que pour modifier le statut de la Corse, il faut modifier la Constitution. Il faut donc que les députés et les sénateurs soient d'accord. Et là, pour l'instant, on a déjà entendu par exemple Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, dire mais il en est hors de question. Donc là aussi, le chemin semble encore très long.
Oui, c'est ça. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'obstacles, finalement, même si peut-être que l'initiative d'Emmanuel Macron part d'un bon sentiment. Il y a déjà d'emblée beaucoup d'obstacles qui se dressent sur la route de cette autonomisation, aussi bien en Corse qu'à Paris, à l'Assemblée ou au Sénat. Alors, je pense que son initiative, elle est d'abord le résultat d'une réalité politique que Perrine a évoquée. Je ne suis pas sûr qu'il ait des bons sentiments particuliers à l'égard de la Corse, peut-être, mais il est évident que là, il y a un nœud qu'il doit trouver une solution. Avant de parler des obstacles politiques liés au référendum, il y en a un tout simple. Moi, très franchement, et permettez-moi de parler avec ma casquette suisse de pays décentralisé et confédéral, autonomie sans désengagement de l'État, je ne comprends pas. Parce que l'autonomie, par définition, c'est un désengagement de l'État central. Ça ne veut pas dire que la puissance publique va baisser en intensité. Mais là, je ne comprends pas. Ensuite, sur la méthode Macron, à nouveau, fixer, lui, le calendrier des 6 mois, alors qu'on dit aux Corses, nous vous ouvrons la porte de l'autonomie, mais c'est nous qui fixons le calendrier. Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Donc tout ça mis ensemble, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas encore à ce moment historique que peut-être Emmanuel Macron espère. Et effectivement, il y a une petite ambiguïté dans le terme d'autonomie. En tout cas, il faudra voir quelle forme elle peut revêtir. Perrine, cette autonomie de la Corse, est-ce que finalement, ce n'est pas le meilleur rempart contre l'indépendance totale de la Corse ? Oui, peut-être. C'est vrai que je sais qu'en Italie, on a pu observer qu'en donnant plus d'autonomie justement à la Sardaigne, à la Sicile, ça a pu faire refluer un peu le sentiment indépendantiste. Après, je suis complètement d'accord avec Richard, c'est extrêmement flou ce terme d'autonomie, surtout que ça exclut totalement tous les sujets régaliens. Donc est-ce que c'est juste un peu plus d'autonomie dans l'éducation, peut-être dans la fiscalité? Voilà, donc c'est très limité pour l'instant, c'est flou. Et donc, à mon avis, les 6 mois vont être un petit peu tendus quand même. Et j'ajoute que ce qui s'est passé en Italie, et c'est vrai pour la Sicile et Sardaigne, mais vous avez le contre-exemple avec l'Espagne, où à force de donner de l'autonomie aux régions, aujourd'hui c'est la revendication indépendantiste qui est sur la table, notamment en Catalogne. Donc on voit bien que c'est un moteur qui ne réagit pas de la même manière selon les situations. Dans le cas de la Corse, moi je pense quand même que l'autonomie naturellement mettra du carburant sur la revendication indépendantiste. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est quand même, on le dit peu, mais c'est une île fracturée. Il y a toute une partie de la population corse qui ne veut pas entendre parler d'indépendance. Et donc que va-t-il se passer? Comment on peut faire dégager une espèce de consensus dans une île dont on connaît le niveau de violence? Et alors, il nous reste moins d'une minute pour parler d'un thème important. Une réaction de vous deux sur cette motion de censure à laquelle le gouvernement a échappé, la 12e contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui a donc réussi à adopter en nouvelle lecture son projet de programmation financière 2023-2027. Est-ce qu'il faut s'étonner de ce nouveau passage en force, de ce recours au 49.3 ? Non, mais ça va être ça tout l'automne, puisque on sait que voter un budget, c'est vraiment adhérer à la politique du gouvernement. Donc on sait très bien qu'à l'Assemblée nationale, ni les LR, ni la NUPES, ni le RN ne vont voter le budget. Donc il faudra à chaque fois passer par un 49.3, que ce soit sur le budget ou le budget de la Sécu. Donc le 49.3 va rythmer tout l'automne budgétaire à l'Assemblée nationale et donc autant de motions de censure à venir. Et je ne pense pas qu'une motion va passer, puisqu'Éric Ciotti l'a encore redit, je crois, ce matin dans Le Parisien, les LR ne sont pas du tout prêts à voter une motion de censure, soit avec la gauche, soit avec le RN. Donc bon, je pense que ça va être un peu le feuilleton de l'automne. Richard, en 2 mots, est-ce que vous On est dans partagez une ce point de vue ? situation que Elisabeth Borne n'est pas arrivée à débloquer. C'est-à-dire elle espérait quand même, et Emmanuel Macron avec elle bien sûr, rallier une partie de la droite. Ça ne s'est pas fait. Donc on se retrouve exactement au même point qu'après les élections législatives de juin 2022. C'est-à-dire que le verrou là, il est à mon avis destiné à rester. Et quand Perrine dit 49.3 pour l'automne, moi je dirais même 49.3 pour tout le quinquennat. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Richard Verly et Perrine Tarnaud, d'avoir été avec nous en direct.